Nous avons donc environ 430 000 nouveaux cancers. Nous avons malheureusement 160 000, 170 000 décès par cancer par an. Une augmentation qui est plus rapide chez les hommes que chez les femmes. Et pour nous, dans ce contexte-là, les défis sont multiples. Ils sont tout d'abord de prévenir les cancers. Prévenir les cancers, c'est une des missions sur lesquelles nous allons pouvoir revenir. Ils sont également de pouvoir dépister tôt les cancers, car un cancer pris en charge précocement, c'est une tumeur que l'on va pouvoir avoir beaucoup plus de chances de soigner. Nous devons, et c'est d'ailleurs une des priorités des Français, garantir un accès équitable à toutes les innovations, mais également au traitement d'excellence, partout et pour tous. C'est un des points centraux de l'organisation de notre système de santé. Qu'est-ce qu'attendent les Français en termes de lutte contre le cancer? Il y a un état des lieux qui a été fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, on est bien soigné en France, il y a eu des progrès, mais il y a deux insatisfactions majeures de la part des Français. L'après-cancer et l'accès équitable aux soins, à la prévention, au dépistage, on va y revenir. Et puis je dirais qu'à côté de ça, il y a aussi deux attentes importantes de la part des Français également, c'est de faire des diagnostics précoces. Alors c'est pas que le dépistage, mais faire des diagnostics précoces, et puis les délais. Je ne parle pas du reste à charge, je ne parle pas des choses comme ça, mais je parle le délai et les diagnostics précoces. Je viens d'un endroit où dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes, eh bien c'est un réel désert médical. Donc on connaît cet aspect, vous avez la bande littorale qui est très pourvue en médecins, et à côté de ça, donc c'est un incubateur entre guillemets pour savoir exactement ce qui se passe et reflète ce qui se passe sur le territoire. Le sentiment des Français qu'ils n'ont pas forcément accès facilement à cette innovation. Ils n'y ont pas accès pour des raisons multiples, sociales, les différences hommes-femmes, géographiques, et quand on dit géographique, on ne parle pas que de territoire, tu as cité de l'arrière-pays niçois, mais en région parisienne, c'est aussi des départements comme le 93. À l'Institut Curie, nous projetons des médecins sur ces départements en difficulté, ou plus loin, Chartres, Évreux, parce qu'on est sollicité. Donc cette équité, cette inéquité pour le citoyen, elle est ressentie, mais elle est réelle. C'est aussi parfois des obstacles financiers, le fait de pouvoir avoir accès à une offre de soins sans reste à charge et de qualité, et ça c'est aussi un des grands atouts de nos centres sur tout le territoire. Alors, pour illustrer ces chiffres-là, les 10% des Français les plus modestes ont 1,7 fois plus de risque d'avoir un cancer que les 10% de Français les plus aisés. 30% des patientes subissent l'ablation du sein. La reconstruction mammaire, qu'elle soit immédiate ou différée, doit être proposée de façon beaucoup plus systématique. Et pour celles qui ne veulent pas de reconstruction mammaire, comme vous le savez, certaines bénéficient de prothèses, de choses comme ça. Bien certes, on rembourse des choses, mais on doit aller plus loin dans la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit proposer des choses qui ressemblent quand même plus à ce que l'on avait avant. Et il y a des efforts à faire, à mon avis, dans ce sens-là. Aucun candidat dira « je suis pour l'inéquité dans le soin, je suis contre la recherche clinique, etc. » Forcément. Maintenant, dans les mesures qui pourront porter, il faudra regarder ce qui vient percuter les axes que l'on met, et à nous aussi de venir donner la réplique, je dirais, d'expliquer que telle proposition qui peut peut-être paraître du bon sens n'est en fait pas forcément à l'avantage de notre pays et des patients qui, malheureusement, de leur famille, qui luttent contre le cancer. Donc je ne pense pas qu'on ait à mettre des lignes rouges, mais par contre on doit enrichir le débat, et c'est ce qu'on a voulu faire, être force de proposition, mettre en avant des choses concrètes dont les candidats pourront s'emparer et dire, bah voilà, je pense aux vaccinations HPV par exemple, c'est un sujet qui me paraît pouvoir faire l'objet d'une vraie discussion. Lorsque l'on a fini le traitement du cancer, les choses ne s'arrêtent pas là. On sait que les patients qui sont traités et guéris pour un cancer ont un risque accru de présenter d'autres pathologies. Et il nous faut maintenant travailler davantage sur cette prévention tertiaire, qui est une prévention tout autant du risque de développement de second cancer, dont l'incidence augmente, c'était quelque chose que l'on a eu déjà l'occasion de partager, mais également le risque de complications des traitements précédents et des complications de la maladie précédente. Donc accompagner le patient et les aidants dans l'après-cancer, c'est également un point majeur que nous devons effectuer dans un contexte où, on le sait, la démographie médicale est parfois complexe. La France représente à peu près 8% des publications, communications qui ont eu lieu à l'ASCO. Les États-Unis un peu moins de 60%. La Chine était à 0% il y a 10 ans, elle est à 15% aujourd'hui. Et on a tous remarqué une communication orale faite sur un essai chinois lors de la session plénière.
Donc si ce momentum continue, nous décrocherons encore plus parce que nous ne sommes pas 1,1 milliard de Français, donc de toutes les manières, nous ne serons pas compétitifs par le nombre d'inclusions que nous ferons dans les essais cliniques. Nous serons compétitifs parce que nous avons la capacité d'aller vite, la capacité d'inclure vite et de pouvoir être lisibles par les grands groupes qui souhaitent investir ou par les startups. Et actuellement, la loi de simplification qui vient d'être nommée par Jean va nous aider, mais il va falloir rentrer dans son application terrain. On ne peut que constater que c'est faisable. On l'a fait pendant le Covid. Pendant les essais cliniques Covid, on a continué à traiter et on a bien vu que, notamment quand il s'agissait de faire des essais cliniques sur le Covid, on était très rapide. On ne pouvait faire vite. Et puis on est revenu au point de départ, un peu comme un élastique, est revenu à son point où il n'y a pas de tension, pas que nous d'ailleurs. Donc il faut qu'on retrouve cette capacité d'agilité, de pouvoir inclure des patients dans les essais cliniques, de pouvoir le faire de chez eux, de ne pas avoir obligatoirement un cadre complexe. Et je citerai particulièrement les études non interventionnelles, celles qui se basent sur les données, sur les datas, sur les échantillons, qui sont extrêmement complexes à mener en France et en Europe et qui nous donnent un désavantage majeur, avec des interprétations très variables d'un territoire à un autre, alors qu'on voit l'émergence de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle doit nous aider à simplifier nos essais cliniques. A-t-on besoin de mettre autant de patients dans les essais? A-t-on besoin d'avoir toujours un bras de contrôle quand on connaît le résultat? Est-ce qu'il faut, et il existe des méthodes plus simples pour les essais cliniques, il faut que ces méthodes-là soient aussi reconnues par les agences pour un enregistrement. Et là, en France, comme en Europe d'ailleurs de manière générale, nous avons la capacité d'être compétitifs. Il y a 40% des cancers qui sont évitables. On le sait. On sait ce qu'il faut faire. Je redis, on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Il est grand temps qu'on fasse ce qu'il faut faire avant d'aller chercher d'autres causes. On a 40% des causes qui sont à portée de main. Vaccins, tabac, alcool, surpoids, activité physique, à portée de main.